Verte et appréciée des Israéliens, beaucoup rêvent de s'y installer pour la qualité de vie, mais du rêve à la réalité, les choses se compliquent. Vous allez voir, les contrastes avec le centre du pays sont immenses et parfois incompréhensibles. Regardez. Il y a 2 ans, Morane, puéricultrice, et son mari, Leandro, chef dans un restaurant à Tel Aviv, ont accompli leur rêve, aller s'installer dans le nord du pays et en plus vivre l'expérience du kibbutz. Ils avaient pour projet d'y ouvrir un restaurant, un changement de vie et de cadre de vie qui leur semblait indispensable dans la mesure où la famille allait s'agrandir. Morane attendait alors un enfant. Nous avons réalisé le rêve tel-avivien, partir habiter à la campagne et faire grandir des enfants qui se baladent pieds nus dans la nature, ce qui nous paraissait idéal. Sauf que je ne savais pas vraiment comment cela allait se passer. Le couple n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, des centaines d'Israéliens ont quitté la grande ville. Ils sont à la recherche de solutions au coût élevé de la vie dans la métropole et surtout aux appartements au loyer inabordable. Mais ce qui les attire aussi dans le nord, c'est la qualité de vie. Et pourtant, la région nord du Hermon, en passant par Beth Shan jusqu'à Rosh Hanikra, est l'une des plus défavorisées du pays. 15% de la population d'Israël, soit 1 400 000 habitants, qui ne comprennent pas pourquoi ces disparités. Le salaire minimum dans le nord est de 1 700 €, alors que dans le centre du pays, le salaire minimum est de 2 400 €. On penserait vivre au paradis, mais ici, 80% sont payés avec le salaire minimum. Nous n'avons donc pas où évoluer. D'autant que ces disparités sociales et salariales sont importantes dans le nord et le centre du pays. En résumé, il y a 3 fois plus de familles sous le seuil de pauvreté dans le nord. Je pensais a priori que dans la périphérie, tout était moins cher que dans le centre, comme la plupart des choses. Mais j'ai été étonné et surpris de constater la différence. Et on ne parle pas d'une petite différence, mais d'un écart de prix énorme. C'est décevant. Une disparité de niveau de vie difficile à expliquer, d'autant que les autorités cherchent à tout prix à développer la région. En décembre dernier, le gouvernement avait du reste présenté un plan de développement de la Galilée. Un programme grandiose évalué à 4 milliards d'euros, mais les habitants du nord du pays restent sceptiques et attendent de juger sur les actes. Isabelle Dajou, étonnant ce reportage. Comment on explique ces écarts de salaire et ces écarts de prix dans le Nord? C'est tout à fait incompréhensible. Les produits qui sont fabriqués dans le Nord sont plus chers dans le Nord que dans le centre. La moitié des citoyens du Nord reçoivent le salaire minimum et parfois même moins. Si on compare au centre, seul un quart dans le centre va gagner moins que le SMIC, alors que 50% de citoyens qui travaillent dans le Nord vont gagner moins que le salaire minimum. Donc c'est vraiment inexplicable. Bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent aussi de l'isolement de cette région parce que les transports ne sont pas beaucoup développés là-bas. Oui, alors c'est un des gros problèmes. Les industries ferment ou se centralisent vers le centre. Les petites entreprises ont du mal à survivre. Il y a aussi un problème d'infrastructure, un manque de lignes de bus, de trains. Même les réseaux routiers se doivent d'être développés. Un exemple, Nathalie, qui est une étudiante qui habite dans un kibbutz Amir, qui est à 10 km de son université, qui est à Tel Chai. Alors c'est à 2 stations de bus, sauf que les bus sont tellement rares, voire tellement rares, qu'elle peut mettre 2 heures pour y arriver. Donc elle a une autre solution, je vous laisse regarder. Il est 9h du matin, il faut que j'y aille. Nous sommes au kibbutz Amir à 10 km de Tal Chai. Si nous sortons maintenant, nous allons mettre 80 minutes pour arriver et je serai en retard. Si je fais du stop, j'y serai entre 20 et 30 minutes. Les personnes n'ayant pas de voiture ici font du stop. Alors la solution, le stop. Alors on l'a vu, il y a de nombreux jeunes couples, Jonathan Serrero, qui veulent quitter le centre justement pour s'installer dans le nord. Mais là-bas, il y a un développement démographique dans la région qui est une question qui inquiète les autorités, et ça, depuis de nombreuses années. Oui, depuis de nombreuses années, il faut savoir, on l'a dit dans le reportage, que qu'1 400 000 personnes environ vivent dans la région nord, soit la deuxième région la plus peuplée derrière la région centre du pays. Il faut savoir que la majorité de la population du nord est arabe, 53% contre 43,5% de juifs. Une présence majoritaire arabe qui devrait se confirmer d'ailleurs dans les prochaines années, Valérie, lorsqu'on sait qu'une mère
arabes, mais au monde, 4,3 enfants en moyenne contre 3,1 enfants pour une mère juive au niveau national. Autre donnée intéressante à observer, c'est le taux de chômage au sein de la population arabe du nord du pays qui se situe aux alentours de 44-45%, 44% pour les femmes, 45% pour les hommes. Lorsqu'on sait que le taux de chômage au niveau national se situe à 4,6%, on comprend tout de suite le niveau des inégalités dans le pays, pointé du doigt par l'OCDE. Malgré la grande main-d'œuvre disponible et la population grandissante, la population arabe n'a pas accès à l'emploi et aux services, faute de moyens, on l'a dit, de transport et de commerce présents dans cette partie du pays. D'ailleurs, 53% de la population arabe du nord d'Israël se trouve sous le seuil de pauvreté contre 16% des juifs. Mais le Nord d'Israël ne fait pas uniquement face à des problèmes socio-économiques et démographiques. Le problème numéro 1 de cette région est évidemment sécuritaire. Le Nord qui partage ses frontières avec le Liban et la Syrie, deux voisins qui, inutile d'insister, sont loin de rassurer les services de sécurité israéliens. Et ce n'est pas un hasard si sur le mont Hermon, le point le plus élevé d'Israël, l'armée israélienne a construit une station d'observation sur le Hermon que l'on nomme également les yeux du pays. Le reportage tout de suite de Mathias Sinbar. À l'assaut des pistes, nous sommes au sommet du mont Hermon. Le secteur est une zone militaire fermée. Quelques centaines de mètres en contrebas, ces personnes dévalent les pentes recouvertes de poudreuse. C'est le paradoxe de cette station de ski israélienne. Au milieu des vacanciers, des militaires. Certains font partie de l'unité d'élite des chasseurs alpins. Et puis, il y a ceux qui dominent le site. À plus de 2600 mètres de hauteur, la base de Mitzpeh Shlagim, voici la division 603 du génie militaire. Les yeux et leurs armes rivées vers la frontière syrienne. Nous dominons le village de Kader en Syrie. Nous savons ce qui s'y passe. Nous voyons les combats, nous les entendons, mais ils n'influent pas sur notre quotidien. La situation est calme ici. Les gens viennent skier, se promener. Je peux t'assurer que les vacanciers savent ce qui se passe de l'autre côté. Mais tous nos avant-postes positionnés sur la frontière nous permettent d'avoir un œil sur toute la région. Nous avons alors accès à l'intérieur de l'avant-poste. Une grotte creusée dans la roche. L'une des bases les plus secrètes du pays. Ces soldats le savent, ils sont les garants de la sécurité de l'une des frontières nord d'Israël. L'une des zones les plus difficiles d'accès aussi. Alors pour s'y rendre, l'armée a fondé sa propre unité de déblayage. À sa tête, Kfir Sabag, son rôle, ouvrir la voie aux soldats positionnés dans le secteur, été comme hiver. C'est un défi, mais c'est en même temps plaisant. C'est extraordinaire de se lever le matin et de voir toute cette neige. Nous sommes parfois excités comme des enfants, bien que ce soit l'un des lieux les plus stratégiques du pays. C'est au cœur de la guerre du Kippour en octobre 1973 que l'armée israélienne a repris cet endroit, le sommet du mont Hermon, aux forces armées syriennes. Le Hermon n'est pas surnommé les yeux du pays pour rien. C'est le sommet du pays, un lieu très important, très stratégique. Hors de question de s'en séparer. C'est l'un des endroits les plus vitaux pour la sécurité de notre pays. Un paysage féerique qui ne doit donc pas faire oublier les enjeux de ce site. Quelques kilomètres carrés qui restent très convoités, tant par les Libanais que les Syriens. Et ce, depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Alors Maurice, le Hermon, qu'on appelle les yeux d'Israël, avec l'installation de cette station d'observation qui devrait quand même rassurer les habitants du nord du pays. Ça ne la rassure pas beaucoup, Valérie. Vous savez que cette région qui fait donc frontière avec Israël et la Syrie, avec le Liban et la Syrie, a déjà, disons, connu deux conflits majeurs. Le premier en 1982, avec la première guerre contre le Liban. Le second en 2006, aussi encore un conflit contre le Hezbollah au Liban. Et je voudrais aussi vous donner un chiffre. Lors du conflit de 2006, le Hezbollah, sur la frontière libanaise, possédait 15 000 missiles et roquettes à court terme qui menaçaient les habitants du nord du pays. Après la guerre, il ne leur en restait plus que 7 000. Ils ont tiré à peu près quelques milliers de roquettes sur les localités du nord du pays. Il a fallu évacuer la population israélienne de crainte de coups durs. Et aujourd'hui,
on sait que le Hezbollah possède un armement de 150 000 roquettes, dont 100 000 à court terme, qui menacent donc les habitants du nord du pays, mais aussi 50 000 missiles à longue portée qui peuvent aller jusqu'à Haïfa et même, dit-on, jusqu'à Tel Aviv. Vous voyez que le nord pose un problème sécuritaire majeur. Le mont Hermon, c'est effectivement les yeux du pays, ce sont devenus aussi les oreilles du pays, mais il faut compter aussi sur les systèmes antimissiles, dômes de fer, qui peuvent permettre aux habitants de la frontière, aux localités immédiates sur la frontière, d'avoir quelques minutes de répit en cas de tir de missiles du Hezbollah pour rentrer dans les abris, ce qui malheureusement est une habitude.